Jean-Pierre Chevènement, merci d'être sur BFM TV. Bonsoir. Vous êtes sénateur, Bonsoir. bien sûr, du territoire de Belfort, ancien ministre de l'Intérieur, on l'a déjà dit souvent, président d'honneur du mouvement républicain et citoyen. Et vous avez écrit « La France est-elle finie » chez Fayard, un livre qui se porte bien sur les listes de vente des livres ces dernières semaines. Je voudrais que vous écoutiez tout de suite avec moi la phrase de François Fillon cet après-midi. Il se défendait face à l'Assemblée nationale à propos de ses vacances égyptiennes. Il a répondu. Écoutez-le. Je comprends que vous voulez m'interroger sur le séjour que j'ai effectué à la fin de l'année en Égypte. Et avant de le faire, je voudrais, pardon d'exprimer un sentiment personnel, remercier tous ceux qui, du côté de la majorité, m'ont apporté un soutien très fort, mais aussi tous ceux qui, à gauche, de Robert Badinter à Jean-Pierre Chevènement, en passant par beaucoup d'autres, ont eu des propos mesurés et responsables. Vous avez soutenu François Fillon? Non, j'ai fait observer qu'il a pris ses vacances à une période après Noël où il ne se passait rien en Égypte. Donc, que je sache, les ministres, premiers ministres et autres ne doivent pas quand même être interdits de voyage. Ils ont la possibilité de se reposer un peu. Je ne trouve pas ça anormal. Et il est clair qu'entre Assouan et Abou Simbel, l'avion est préférable à la voiture. Ce sont des régions désertiques et je dirais où la possibilité d'attentats est quand même notable. Et la prise en charge financière par le gouvernement du coût de l'hébergement et de l'avion par le gouvernement égyptien, de la même façon, ne vous choque pas? Écoutez, il a répondu à une invitation. La France et l'Égypte président l'Union pour la Méditerranée. Moi, je ne trouve pas anormal que le Premier ministre de la France soit traité eu égard à sa fonction. Ça ne me paraît pas choquant. D'autres en ont bénéficié en d'autres temps. On va y revenir. Et Michel Alliot-Marie et ses vacances tunisiennes, est-ce que lorsque le Parti socialiste demande sa démission, régulièrement même, vous vous y associez? Bon, écoutez, je n'aime pas cette dégradation du niveau du débat public qui fait qu'au lieu de parler du pacte de compétitivité, de l'inscription de la prohibition de tout déficit budgétaire dans la Constitution, de recul automatique de l'âge de la retraite, ce sont quand même des sujets qui intéressent les Français. Là, on n'en parle pas. Motus et bouche cousue. Et on nous parle des vacances de tel ou tel. Ah, très franchement, les Français s'en fichent. Je ne suis pas sûre, mais enfin, on va voir dans les sondages et on va voir. Mais vous trouvez donc normal que les ministres partent en vacances à l'étranger, éventuellement se fassent prendre en charge, alors que le président, par exemple, aujourd'hui, a demandé que ces ministres prennent leurs vacances en France? Bah oui, qu'est-ce que l'État recule, hein? Autrefois, le général de Gaulle disait « l'État ne recule pas ». Mais là, il ne fait que reculer. C'est-à-dire qu'il prend peur à la moindre brise. Je dirais, la communication domine tellement toutes les autres considérations que ces malheureux ministres vont se voir assigner à prendre leurs vacances à la Grande Motte. Je n'ai rien contre la Grande Motte. Alors, et pourquoi pas, hein? Ça leur fera découvrir la France, c'est très bien. Mais c'est vrai que vous disiez, il y a eu d'autres présidents à d'autres époques. On pense à François Mitterrand, évidemment, qui est passé ses vacances de Noël en famille, en Égypte, dans des conditions peut-être similaires. À l'époque, on n'en parlait pas. Écoutez, l'Égypte, c'est très beau. C'est une grande civilisation. C'est la mère de la civilisation grecque et occidentale. C'est un pays fascinant. Il n'y a pas de risque dans ces cas-là d'être influencé par les dirigeants de ces pays-là qui peuvent être contestés par leur propre peuple et on peut se retrouver à les soutenir envers et contre tous et envers et contre leur peuple. Ah ben, je pense que ça, c'est autre chose. Hein, il faut prendre position clairement. Non, mais juste sur ce risque, parce qu'on va parler de la diplomatie française, mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque de conflit d'intérêts au sens où lorsqu'on est pris en charge par un gouvernement, un président, on peut avoir un soutien à son égard coupable. On va coupable. s'exprimer avec un certain devoir de réserve, parce que l'Égypte est un pays indépendant depuis 1936. La Grande-Bretagne n'exerce plus son protectorat sur l'Égypte. Donc ce sont des pays indépendants.
indépendants, il faut faire confiance à leur peuple, et notamment au peuple égyptien, qui apporte la démonstration que les idéaux de démocratie et de république que la France symbolise concernent tous les peuples, et pas seulement une minorité de peuples dits développés, à tort ou à raison d'ailleurs. Mais est-ce qu'on n'a pas gardé un silence un peu coupable, justement, au moment où il y a eu des troubles en Tunisie? Peut-être parce que, et c'est une des thèses, on se sentait, pour certaines personnes au pouvoir, assez proche du régime. Mais je pense qu'il fallait faire passer des messages et plus que cela, marquer quelques distances avec l'évolution du régime tunisien. C'est vrai, mais en même temps, moi je n'ai jamais été, je vous le dis franchement, pour le devoir ou même pour le droit d'ingérence. J'ai toujours laissé ça à Bernard Kouchner. Hein. Je considère que les forts s'ingèrent dans les affaires des faibles. Les faibles, je ne les vois pas s'ingérer dans les affaires des forts. Par conséquent, il y a une manifestation de ce qu'on appelait autrefois l'impérialisme, hein, qui consiste aussi à se mêler des affaires des autres peuples. Je pense que chaque peuple doit être majeur et doit prendre ses affaires en main. Je constate avec plaisir qu'il y a un printemps arabe, que les peuples arabes relèvent la tête. C'était d'ailleurs le programme de Nasser. Hein. Oui, c'est ce que disait Nasser. Relève ton front, mon frère. Oui, vous avez souvent aussi proclamé votre soutien aux nationalistes irakiens, aux Syriens à l'époque. Non, mais j'ai considéré qu'une évolution laïque des pays arabes était préférable à l'intégrisme. Et je constate que la guerre en Irak a précipité, je dirais, l'évolution vers l'islamisme, Oussama Ben Laden, Al-Qaïda. Les frères musulmans existaient en Égypte avant la guerre en Irak. Hein. C'est vrai, depuis bien longtemps. C'est vrai, et Nasser les a toujours tenus plus qu'en lisière. On peut même dire avec des méthodes très brutales. Et aujourd'hui, vous approuvez bien sûr ce printemps des peuples arabes et cet islamisme, ces frères musulmans associés ou en tout cas entrant dans un dialogue politique, c'est intéressant, c'est inquiétant pour vous? Non, j'approuve le fait que les peuples se réveillent, n'acceptent pas d'être traités comme du bétail et affirment leurs droits. Et je pense qu'ils doivent affirmer leurs droits, y compris vis-à-vis de tous ceux qui voudraient établir une cléricature, un régime théocratique et refuseraient un certain nombre de valeurs démocratiques qui nous tiennent à cœur. On va les retrouver. Maintenant, Damien. chaque pays a son histoire et il faut laisser à chaque peuple le soin de faire son histoire. On va retrouver Damien Fleureau parce qu'il est devant le dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui ce soir reçoit le président de la République. Est-ce qu'on a une petite idée? On est sûr que le président va s'exprimer sur la situation au Proche et au Moyen-Orient. Oui, ce qui est sûr, Ruth, c'est qu'effectivement, le président de la République devrait parler laïcité, pratique des religions en France dans le respect des valeurs républicaines. Il devrait dire un mot également de la condamnation des actes antisémites en France. Mais il est surtout ici attendu effectivement sur la situation au Proche-Orient et la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est vrai que la France présente souvent l'Égypte comme un élément de stabilisation de la région et l'Égypte qui connaît une crise de régime sans précédent avec la montée en puissance des frères musulmans, eh bien ici cela inquiète la communauté juive de France. Nicolas Sarkozy donc devrait sans doute s'exprimer sur ce sujet, peut-être sur ses liens avec Hosni Moubarak aujourd'hui, alors que justement François Fillon à l'Assemblée nationale a dû se justifier sur ses vacances égyptiennes. Merci beaucoup Damien. Donc évidemment nous aurons des extraits du discours de Nicolas Sarkozy ce soir. Je me souviens de vos phrases souvent sur les ministres qui devraient démissionner lorsqu'ils n'étaient pas d'accord. Mais est-ce qu'en l'occurrence, je reviens à Michèle Alliot-Marie, quand on sent qu'elle a fait une erreur, en tout cas certains l'empochent, elle reconnaît elle-même elle a au moins commis une maladresse, on ne doit pas démissionner dans ces cas-là? Écoutez, moi j'ai démissionné sur des choses sérieuses. L'ouverture de la parenthèse libérale en 1983, qui ne s'est jamais refermée, ou bien la guerre du Golfe, parce que j'en voyais les conséquences à terme. Et que je pense et là, en l'occurrence, ça ne serait pas une chose sérieuse. La morale publique, le conflit d'intérêts, les risques de conflit d'intérêts, ce ne serait pas une chose sérieuse pour vous? Chacun est juge. Disons que Mme Alliot-Marie a certainement fait une erreur d'aller en Tunisie à une période où
certains troubles, même limités à la région de Kasserine, autant que je me souvienne, commençaient à se développer. Je pense qu'elle aurait été bien avisée d'aller à la Grande Motte ou à l'île de Ré. Hein, dans le Pays Basque, chez elle. Ou dans le Pays Basque, tout simplement. Mais disons que, bon, moi je la laisse juge. Et je n'aime pas tout ce qui ressemble à une curée médiatique. J'en ai connu. Hein, mais pour des bonnes causes. Hein. Mais d'une manière générale, je trouve que le lynchage médiatique n'est jamais très agréable. Et il faut vraiment qu'il y ait un fait majeur. Là, bon. Venons-en à la situation à gauche, puisque depuis ce matin, Anne Sinclair, l'épouse de Dominique Strauss-Kahn, a évoqué la possibilité que Dominique Strauss-Kahn revienne en France, puisqu'elle annonce qu'elle ne souhaite pas, elle, qu'il brigue un deuxième mandat à la tête du Fonds monétaire international. Comment l'interprétez-vous? Est-ce que c'est une annonce de retour? Est-ce que c'est bienvenu? Est-ce que ça accélère les échéances à gauche? Je suis surpris. Je suis surpris que Dominique Strauss-Kahn fasse de sa femme son porte-parole. Ça, peut-être suis-je un peu traditionnel. Je pense que il faut que chacun s'exprime directement. Moi, je n'envoie pas ma femme. Elle ne partage pas forcément mon avis, d'ailleurs, hein, sur un certain nombre de sujets. Donc, je m'engage moi. Je ne pense pas que sa femme ait à intervenir dans cette affaire. Elle n'est pas légitime, en l'occurrence, ou... Elle est pas, si, elle est sûrement son épouse légitime, ça je parle légitime sur le fond, bien sûr. Ah bon écoutez, oui, mais elle n'est pas légitime pour exprimer le fait que Dominique Strauss-Kahn doit être ou non candidat au renouvellement de son mandat à la tête du FMI. Elle parle à titre personnel en disant son désir. Mais tout le monde a compris que c'était un message indirect à l'opinion française, à la gauche française. Moi, je ne comprends plus rien. Moi, non, vous n'avez pas compris, vous. Moi, je ne comprends pas vraiment. Non. J'ai de la peine à suivre. Peut-être parce que vous n'avez pas envie qu'il revienne. Je retarde. Non, mais peut-être parce que vous n'avez pas envie qu'il revienne, c'est ça? C'est-à-dire que je connais tous les talents de Dominique Strauss-Kahn. Il en a beaucoup. Je sais aussi la perspective dans laquelle il se place. J'ai lu le rapport qu'il a fait à Romano Prodi en 2004. C'est l'idée qu'on va créer une nation européenne, mais comment et à quelle échéance? Moi, je crois que ce n'est pas du tout réaliste, et ce n'est même pas souhaitable. Il faut faire l'Europe avec les nations, et pas contre elles, ou sans elles. Et il ne faut pas dissoudre la France. Dans l'Europe, la France a un rôle d'équilibre à jouer en Europe, dans l'intérêt d'ailleurs de l'Europe, et même de l'Allemagne. C'est ce que j'explique dans mon livre que vous avez bien voulu citer tout à l'heure. La France est-elle finie chez Fayard? Je reviens quand même sur l'idée Anne Sinclair devrait peut-être pas le dire à la place de Dominique Strauss-Kahn. Vous souhaiteriez qu'il le dise lui-même et qu'il annonce réellement, rapidement ses intentions? Il est libre, hein, donc oui, je souhaite qu'il mette fin à ce suspense intolérable. Ça vous conduirait à une décision personnelle? Moi, je pense qu'on ne peut peser dans le système actuel, à tort ou à raison, mais c'est comme ça. On ne peut peser qu'à l'occasion de l'élection présidentielle. Hein. C'est le moment où on peut effectivement dessiner une alternative. Donc, si Dominique Strauss-Kahn revenait, est-ce que vous serez candidat de façon claire? Je suis partisan de ce qu'il y ait un candidat d'alternative, un candidat républicain. Pour le moment, je n'en vois pas beaucoup, mais ça peut changer. Je veux faire bouger les lignes, y compris d'ailleurs en m'avançant moi-même le moment venu. Ça n'est pas encore le moment. Ce moment arrivera le jour où je l'aurai décidé. Et je n'enverrai pas ma femme pour l'annoncer à ma place. Vous le direz vous-même. Et sur ce plateau et sur notre plateau, par exemple. Par exemple. En tout cas, une dernière question sur la manifestation et la fronde des magistrats. Vous étiez ministre de l'Intérieur et souvent, il y a eu des tensions avec, en l'occurrence, la garde des Sceaux de l'époque, avec Elisabeth Guigou, avec d'autres. Vous pourriez dire, comme Nicolas Sarkozy, il y a eu des fautes, il faut les sanctionner dans des affaires de récidive, dans des comportements peut-être un peu laxistes de magistrats? Non, moi, je ne suis pas partisan de transformer les juges en boucs émissaires
de l'insécurité, de ce qui ne va pas. Je pense que l'erreur de M. Sarkozy a été de dire qu'il voulait supprimer les juges d'instruction sans que pour autant les parquets deviennent indépendants. Ce n'est d'ailleurs pas ma thèse. Moi, je ne suis pas pour l'indépendance des parquets. Je pense que la République, la société, ont besoin d'avoir un avocat. C'est le procureur général ou le procureur, et je trouve que les choses sont claires. Et puis, le juge d'instruction est indépendant. À partir du moment où M. Sarkozy a dit qu'il allait supprimer le juge d'instruction, il a créé une certaine angoisse que je comprends, que je partage. Et là, je ne le suis pas du tout. Mais je ne suis pas partisan d'un pouvoir judiciaire. La Constitution, vous le savez, mentionne une autorité judiciaire. Le président de la République, en principe, est le garant de l'indépendance de la justice, c'est-à-dire des magistrats du siège. Et il faut rester au principe. Et leur manière de protester, c'est-à-dire la grève des audiences depuis une semaine et jusqu'à demain, vous trouvez que c'est une bonne méthode pour alerter l'opinion ? Il aurait fallu qu'il le fasse au moment où le président Sarkozy a annoncé son intention de supprimer le juge d'instruction, si vous suivez ma pensée. C'est une idée qui a été abandonnée en l'auquince. Enfin, elle n'a pas été abandonnée, en tout cas, elle est reportée. Différée plutôt qu'autre chose. Différée peut-être à un autre septennat, un autre quinquennat. Absolument. C'est ce qui fait que l'inquiétude demeure, et à juste titre. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'être venu sur BFM TV. Dans un instant, après le journal de Mathieu Coach, on continuera à parler de la justice, justement, et de cette grève et cette fronde des magistrats. Mais c'est bien sûr tout de suite le journal de Mathieu Coach.